Bonjour Pascal. Bonjour Gaël. Je suis ravi d'être à Saint-Germain-en-Laye aujourd'hui. Oui. J'ai pris mes micros et je t'ai rejoint donc au sein du cabinet Bossan. On va parler aujourd'hui d'un parcours et entrepreneurial et associatif. Avant de plonger, on va dire, dans cette aventure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Donc effectivement, je suis Pascal Bossan, je viens d'avoir 50 ans et je suis à la fois entrepreneur, maman et très engagée dans le milieu associatif, on va dire. Et je suis également l'auteur de plusieurs livres. On peut rajouter ce point-là. On en parlera. Je suis passionné de livres. Mon grand-père, à la fin de sa vie, en avait 10 000 dans son appartement. Donc, j'en suis pas là, mais j'aime beaucoup lire. Ok, et donc, comment est-ce que tu t'étais toujours imaginé entreprendre? Non, en fait, moi, je suis à la base passionnée par mon métier, qui est le conseil en gestion de patrimoine, que j'ai toujours voulu exercer de manière indépendante. Je crois que j'ai l'indépendance vraiment dans le sang. Et j'ai débuté pendant 7 ans en tant que salariée. Et j'ai eu la possibilité de partir avec mes clients et de créer mon propre cabinet il y a 20 ans. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est un positionnement qui m'a beaucoup plu tout de suite. C'est-à-dire que je pense que j'étais certainement faite pour l'entrepreneuriat, pour entreprendre. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est à la fois de pouvoir continuer à exercer mon métier, de l'exercer comme je le souhaitais, c'est-à-dire avec l'indépendance, avec l'éthique au cœur de mon métier, avec une vision long terme, ce qui n'est pas toujours facile dans ce métier. Et j'ai eu la possibilité de transformer mon entreprise et de mettre l'engagement au cœur de la feuille de route de l'entreprise. Pourquoi la gestion de patrimoine ? Tout simplement parce qu'en fait, ça regroupe deux aspects, on va dire complémentaires et passionnants. Je trouve à la fois un aspect humain très fort. Notre métier, c'est de rencontrer des personnes physiques, de s'intéresser à leur parcours, à leur patrimoine, et de rentrer dans l'intimité, un peu comme un médecin le ferait. On peut avoir des relations de grande proximité avec nos clients, et encore une fois sur le long terme, ce qui est très agréable. Tout en ayant en parallèle beaucoup de stimulation intellectuelle. On est dans des métiers, dans des matières changeantes. La fiscalité change chaque année. On peut avoir le sujet des retraites, le sujet des placements financiers. Donc, on a le droit de la famille. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup de sujets techniques différents. Et je trouve que c'est passionnant d'avoir ces deux aspects, donc humain d'un côté et technique de l'autre. Et les études que tu as faites étaient déjà oui. Pour préparer Oui, absolument. J'ai fait, après une école de commerce, j'ai fait une année de spécialisation en gestion de patrimoine. À l'époque, il y avait assez peu de formation dans ce domaine-là. Ça s'est depuis développé. Mais en tout cas, oui, j'ai fait une formation vraiment déjà toute à la sortie de mes études pour me spécialiser dans ce domaine. Et je mets les pieds dans le plat directement. Donc, dans la finance, une femme. En plus, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'hommes, non ? Tu as raison. Et encore aujourd'hui, la statistique qu'on a pour les professionnels qui exercent comme moi de manière indépendante, c'est 85% d'hommes et 15% de femmes dirigeantes de cabinets de gestion de patrimoine. Donc la mixité n'est pas un sujet où on est très en avance, on peut dire ça, dans notre écosystème. Et pourtant, je trouve que c'est un métier d'ailleurs qui est très adapté aux femmes parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Exactement, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de rigueur. Enfin, en tout cas, beaucoup de flexibilité aussi. Je pense que c'est un métier qui peut tout à fait très bien s'adapter aux femmes, mais en tout cas aujourd'hui, malheureusement, nous sommes une minorité. Et en tout cas, de mon côté, moi, c'est un métier que j'ai toujours trouvé très épanouissant, et particulièrement avec cette dimension entrepreneuriale. Et qu'est-ce que tu retiens de cette partie de salariat ?
Alors ça pour apprendre, Tu as raison. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir pu démarrer avec cette expérience de 7 années en tant que salarié. Ça a permis de grandir, d'appréhender le métier, de se former, d'être plus à l'aise. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'avais 29 ans. C'était encore jeune, mais le fait d'avoir ces 7 années derrière moi, ça donne confiance. Oui, d'avoir ce bagage, absolument, ça m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, donc en tant que salarié, est-ce que tu avais tu t'occupais, tu étais en charge de A à Z de clients, oui. Où il y avait une spécificité ou... J'ai toujours eu ce positionnement de généraliste et je faisais le parallèle tout à l'heure avec le métier de médecin. Je pense que c'est un parallèle qui fonctionne bien. Effectivement, dans notre métier, nous sommes des généralistes du patrimoine et donc on essaie d'aborder le patrimoine vraiment dans toutes ses dimensions. Et quelquefois, on peut être amené à faire appel à des spécialistes lorsqu'on n'a pas la capacité d'aller aussi loin qu'on ne le voudrait. Oui, donc j'avais déjà cette vision d'un généraliste du patrimoine et indépendant. Voilà, je tenais déjà à cette indépendance, à cette vision, à ce regard d'indépendance. C'est-à-dire, je fais juste une parenthèse, c'est-à-dire que contrairement, par exemple, à un banquier qui malheureusement est obligé de commercialiser les produits de sa maison avec des campagnes, c'est-à-dire ce mois-ci c'était le produit, le mois d'après c'était l'autre. Et voilà, malheureusement, ils sont très contraints. Et malheureusement, je ne les envie pas. Et alors qu'en tant qu'indépendant, on est totalement libre. Alors avec la responsabilité que ça induit, mais c'est une vision du métier qui est radicalement différente. Et du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'opportunité. Quelle est cette opportunité que tu as eue pour t'installer ? Alors, j'ai fait un raccourci. En fait, ça n'a pas été tout à fait une opportunité, c'est-à-dire que l'entreprise où j'étais salarié a coulé. Donc, elle a déposé son bilan. Alors, sur le coup, j'étais associée en plus, donc j'ai perdu toutes mes économies à l'époque. Donc, c'était pas vraiment une opportunité. Combien de temps après tu as été associée ? Écoute, j'y suis restée 3 ans dans cette entreprise. Donc, voilà, elle a malheureusement fait faillite assez rapidement, en tout cas après mon arrivée. Et donc, je me retrouve à 29 ans, ayant perdu toutes mes économies, avec un petit bébé de 3 mois et plus de boulot. Et donc, évidemment, ça a été une période de grand stress, de grande inquiétude. Et en fait, j'ai eu 2 solutions. J'avais 2 solutions. Soit retrouver un job en tant que salarié, soit prendre tous les clients qui prendre étaient mon envol. Peut-être un petit peu lésés aussi. Voilà, après qu'il y avait quand même perdu confiance. C'était pas si simple quand même. Mais en tout cas, c'est cette solution que j'ai prise. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu beaucoup de bienveillance et j'ai été bien encouragée par des clients qui ont accompagné la jeune entrepreneur que j'étais et qui ont eu envie de m'aider non seulement en étant client eux-mêmes, mais aussi en me recommandant à des personnes de leur entourage. En combien de temps le cabinet ferme, cool. Combien de temps après tu as créé ce cabinet? Écoute, j'étais encore salariée, c'est-à-dire que le dépôt de bilan n'était pas encore prononcé, que j'avais déjà pris un bail pour partager mes bureaux avec un confrère. Donc vraiment, ça a été tout de suite, dès que j'ai eu l'idée, en fait, j'ai voulu la mettre en place rapidement. Alors, il y a eu quelques nuits blanches, parce que c'est un plongeon vraiment dans une eau froide, l'entrepreneuriat. Mais j'ai jamais regretté cette décision et j'ai eu de la chance parce que au bout d'1 an, voilà, j'ai su que c'était gagné. Ça a fonctionné tout de suite. Il y avait combien de clients jour 1 qui t'avaient suivi? Une douzaine. Une douzaine. Okay. Voilà. Et à la fin de la première année? 60. Ouais. Donc le bouche à oreille a vraiment bien marché. Et donc c'est une activité qui marche avec des pourcentages sur des fonds qui sont placés, des investissements placés, c'est ça? Alors, on est rémunéré de 2 manières. On peut être rémunéré par des honoraires, donc on a des clients qui viennent nous voir pour des prestations de conseil ou de services. Par exemple, je veux faire un bilan de retraite pour y voir plus clair. Est-ce que je dois racheter des trimestres, etc. Donc, première possibilité. Ou bien j'ai une déclaration d'impôt compliquée, ou bien je veux faire une consultation sur un point précis, etc. Donc,
là, on est rémunéré avec un devis préalable de manière simple, encore une fois, comme un médecin. Et puis, on a la casquette de pharmacien, c'est-à-dire qu'on peut être amené à préconiser des produits, des solutions d'investissement en toute indépendance. Et donc là, on est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Ça ne coûte pas plus cher aux clients et même on peut même souvent, ça nous arrive souvent, négocier. Exactement, parce que nous, on amène des volumes importants, on mutualise les volumes qu'on apporte. Et ça permet à l'épargnant d'avoir un bon service avec une personne qui va être indépendante, qui va se mobiliser pour être à ses côtés pour défendre, pour faire le maximum pour que son épargne soit le mieux gérée possible. Et donc là, on est rémunéré directement en tant qu'apporteur d'affaires par les différents établissements avec lesquels on travaille. Et on doit travailler avec une centaine d'établissements. Donc on travaille peut-être pas avec la terre entière, mais on travaille vraiment très large. On a une vision très large. Oui, exactement. Ouais. Oui. Et sur ces 12 premiers clients, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore? Oui, alors malheureusement, c'était il y a 20 ans, donc il y en a quelques-uns qui sont décédés, malheureusement. Et puis il y en a qui sont toujours là. La plupart sont toujours là, d'ailleurs. Et bien sûr, on crée des liens. Je parlais de ça tout à l'heure, avec ce fameux parallèle avec le médecin, mais bien sûr qu'on crée des liens de proximité qu'on n'a absolument pas avec son banquier qui change tous les 3 ans. Donc cette longévité, cette proximité qu'on développe, c'est d'abord un grand bonheur au quotidien, et je pense de part et d'autre aussi, et c'est une force parce que ça permet au client de ne pas répéter son histoire régulièrement à des personnes qu'il ne connaît pas, d'être en confiance. Et je crois que cette confiance, il n'y a pas de secret. On met quand même longtemps avant de s'apprivoiser l'un l'autre, de se connaître, de savoir comment on fonctionne, de savoir qu'est-ce qui est important, etc. Et donc ça, c'est évidemment très agréable d'être dans cette logique de long terme. Et à propos de long terme, est-ce que certains ont t'ont déjà amené, on va dire, la génération d'après? Ah oui, absolument. Ça arrive en général que les clients nous amènent leurs parents quand les parents vieillissent. Ils ont besoin d'aide, par exemple, pour faire des déclarations d'impôts, pour les papiers, ou pour des placements plutôt prudents, pour générer des revenus complémentaires parce qu'ils peuvent être à la retraite. Et puis, bien sûr, oui, on peut avoir les enfants. Et ça, cette gestion, ce suivi intergénérationnel, familial, c'est évidemment quelque chose qu'on aime beaucoup et qui est quand même au cœur de ce qu'on aime faire. Donc aujourd'hui, le cabinet, il y a 8 personnes. Voilà, dont une personne à Lille. On a ouvert une filiale à Lille l'année dernière et on est 7 à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est vrai qu'avec le développement de la visio, en particulier depuis le Covid, on a maintenant des clients qui nous contactent d'horizons différents. Je veux dire au niveau géographique. Et on a maintenant ça fonctionne très bien de faire de se rencontrer en visio et d'échanger par téléphone ou par visio, alors qu'on peut être loin. Et combien de clients on a 600 clients à peu près aujourd'hui. Ouais. Donc en 20 ans, x 10. C'est ça. Ok, génial. C'est ça. Quelles ont été les grandes étapes en termes de peut-être taille, recrutement? En fait, il y a eu, on peut dire, deux grandes étapes. Il y a eu une première étape où j'ai choisi de racheter la clientèle de confrères qui partaient à la retraite. Ouais. Donc donc ces opérations de croissance externe, exactement. C'est même si on est une petite entreprise, ça s'est fait à une petite échelle. Malgré tout, c'est quand même une aventure d'abord très prenante et qui a permis de franchir des marches importantes. Et c'est à cette occasion que j'ai embauché ma première conseillère. C'est parce que j'avais racheté la clientèle justement d'un confrère qui s'arrêtait pour partir à la retraite. Et donc, il fallait que j'ai une autre personne avec moi pour suivre ces clients-là. Et c'est à cette occasion que j'ai embauché une ancienne stagiaire et que je lui ai proposé de me rejoindre. Et c'est pas facile parce que souvent on dit croissance externe, donc on intègre des collaborateurs, des choses comme ça, mais là, de nouveaux clients avec cette proximité tu as raison. Très importante, il y a un changement de personnalité. Et c'est pas facile parce que on commence quand même par par faire face à une déception, c'est-à-dire les clients sont déçus que leur conseiller s'arrête, parte à la retraite, et donc on est là, on doit faire de notre mieux et on doit vraiment faire nos preuves.
Tu l'as fait combien de fois? Je l'ai fait 3 fois. 3 fois, quoi. Voilà, je l'ai fait 3 fois. Ça a été vraiment une expérience d'entrepreneur, où je suis allée voir le banquier. Jamais allée voir le banquier. Donc voilà, quand on va voir le banquier, quand on se porte caution personnelle, quand on gage son patrimoine personnel, là, on est vraiment dans l'entrepreneuriat jusqu'au bout. On prend des risques. Et c'est, je pense, à ce moment-là où je me suis vraiment sentie entrepreneur. Je me suis dit, ah oui, là, ça y est, on y est. On est vraiment, on a s'enfilé. Avec un boulanger, avec n'importe quel autre chef d'entreprise. Voilà, là, on se comprend. On se comprendra absolument. Et donc ça, on peut dire que ça a été une étape importante dans la vie de l'entreprise. Et puis, il y a une deuxième étape très importante qui a été la transformation que j'ai souhaité donner il y a une petite dizaine d'années, pour ancrer, on va dire, un engagement sociétal de l'entreprise. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas parce qu'on est une petite entreprise que ce qu'on fait ne compte pas. Je suis convaincue. Colibri. Mais même plus que ça, on a de la chance quand on est petit de pas être accusé de greenwashing généralement. Oui. On a la chance de pouvoir aussi montrer l'exemple, c'est peut-être servir d'exemple, même si c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Et donc, en fait, je pense qu'on sous-estime l'impact qu'on peut avoir en tant que petite entreprise. Et donc, je me suis vraiment positionnée sur la transformation de l'entreprise. Et cette transformation, elle a eu lieu à 2 niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau de notre offre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'il était possible de proposer des solutions d'investissement les plus impactantes possibles, sachant qu'on est dans un écosystème, la finance est dans un écosystème globalement plutôt conservateur et en retard sur ces questions-là. Surtout il y a 10 ans. Tout à fait. 8-10 ans, il y avait vraiment... on était au balbutiement. On était vraiment... Très peu de personnes, exactement, très peu de solutions. Voilà, à l'époque, il y avait très peu de solutions. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On croule sous le greenwashing. C'est encore autre chose. Dans tous les cas, c'est à la fois passionnant de se spécialiser dans ces sujets-là, mais pas si simple. Et en parallèle, j'ai souhaité mener une démarche en interne. Je trouvais que c'était très important d'avoir cette cohérence et de me dire, c'est pas parce que je suis une petite entreprise de service que finalement la RSE a pas son importance. Et en particulier, on s'est engagé sur le sujet environnement et climat. Et là, on a fait tout ce qu'il était possible de faire. C'est un chemin qui nous a pris des années. Donc, on a commencé de manière très simple avec, on a arrêté les bouteilles en plastique pour s'équiper de gourdes made in France. On a fait tout un tas de choses peut-être très basiques, mais en tout cas, ça a fait partie de notre chemin. Et l'engagement le plus important qu'on ait pris, c'est l'adhésion à 1% pour la planète, à ce collectif d'entreprises engagées. En 2018. En 2018, exactement. Et en 2018, il y avait 170 entreprises en France membres du collectif 1%. Et depuis, le mouvement a bien grandi et on s'est impliqué dans le 1%. Et en tout cas, ces 2 démarches, vraiment, moi, je tenais à les faire en parallèle, c'est-à-dire à la fois notre offre, donc on va dire notre business, et notre engagement interne. Je trouvais que c'était très important d'avoir cette cohérence et de faire les deux. Donc, en termes d'étapes d'entreprise, voilà, je crois qu'on peut dire que ça a été les 2 grandes étapes. On va dire la croissance qui a permis d'arriver finalement à être une entreprise viable et à faire vivre l'équipe. Et puis la deuxième étape, ça a été finalement la transformation sociétale. Oui, exactement, l'alignement. Est-ce que cet alignement a fait aussi une sorte de tri dans les clients qui venaient? Alors, est-ce que cette image du coup extérieure dans la communication, oui, ça s'est pas fait tout de suite. Okay. C'est-à-dire qu'au départ, on a été un peu discret sur notre Vous engagement. Avez fait. Exactement. D'abord, on voulait faire exactement avant de communiquer. Et puis, je crois qu'on peut le dire, mais je crois qu'on avait peur de perdre des clients aussi en se transformant, en affichant un engagement fort. Et puis, ça s'est fait progressivement. Aujourd'hui, voilà, on a effectivement des clients qui viennent nous voir pour ces sujets-là, parce qu'on est vraiment spécialiste de l'investissement lorsqu'on veut agir pour le climat. On est voilà, une grande expertise maintenant sur ces sujets-là. Après, il y a des clients qui viennent nous voir pour d'autres choses, mais c'est vrai qu'on a une partie importante des nouveaux clients qui nous arrivent sur ce sujet-là. Après, nos clients anciens, on les a pas
forcés à se transformer comme nous, hein, mais c'est vrai qu'ils reçoivent régulièrement on leur parle régulièrement, justement, des nouvelles offres qu'on référence, de ce qu'on veut mettre en avant, etc. Ils sont parfaitement au courant de l'engagement qu'on porte, et le 1% pour la planète, 100% de nos clients sont au courant qu'on porte haut et fort cet engagement. Et peut-être juste une dernière question sur le cabinet. Comment on fait pour, justement, aujourd'hui, sélectionner et être certain du non-greenwashing de ces partenaires, de ces solutions que vous référencez? Alors, on n'est jamais certain de rien. Après, il n'y a pas de secret, hein, il faut y passer beaucoup de temps. Il faut y passer beaucoup de temps, il faut soulever le capot, il faut rencontrer les équipes. Voilà, les labels ne suffisent pas, les réglementations, voilà, qui pourtant ont fait quand même des progrès, mais en tout cas ça ne suffit pas. Donc voilà, et pas de secret, il faut vraiment y passer du temps. Et pour finir là-dessus, sur ce sujet-là, c'est un sujet tellement complexe que j'ai fini par en écrire un livre. Je te parlais tout à l'heure des livres que j'avais écrits. Le dernier livre que j'ai écrit, qui est sorti il y a quelques mois, c'est Agir pour le climat avec son épargne. Et d'ailleurs, je donne tous mes droits d'auteur à 1% pour la planète. Donc, c'est un projet de partage. Et ce livre-là, pourtant, j'étais engagée sur ces sujets depuis des années et j'ai appris encore plein de choses en l'écrivant, tant le sujet est vaste et complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui, vraiment, et ça on peut le dire, et je l'ai même écrit, il y a quand même des solutions engagées et sérieuses et totalement anti-greenwashing qui existent et qui sont accessibles aux épargnants comme toi et moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être une grande fortune pour y avoir accès. C'est accessible vraiment à partir de montants tout à fait modestes. Et ça, je trouve que c'est quand même tout à fait intéressant. Je mettrai évidemment tous les liens en description pour accéder à tes livres. Donc en 2018, est-ce que tu as mis un petit moment ou à comprendre, à vérifier, à peut-être à aller voir d'autres confrères, d'autres membres de l'association avant de t'y engager? En fait, pas tant que ça. Ça s'est fait assez vite parce que ça faisait plusieurs années déjà qu'on donnait 0,5% de notre chiffre d'affaires. Donc c'était déjà pas mal parce que donner un pourcentage de son chiffre d'affaires, enfin c'est quand même beaucoup. Surtout, encore une fois, c'est quel que soit le bénéfice. Et c'est chaque année. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on était déjà engagés en faveur du mécénat. En l'occurrence, on aidait une petite association qui s'appelle Veni Verdi, qui aide à transformer en fait des toits bétonnés ou des espaces bétonnés en jardin potager. Donc, qui transforme finalement, qui met du vert en milieu urbain. Et cette petite association, on l'aidait depuis plusieurs années. Et puis, j'avais envie d'aller plus loin et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce 1% ? Et donc, je me suis renseignée. Et finalement, la marche, elle était peut-être moins haute à franchir que celui qui part de zéro. Et donc, on s'est engagé avec le 1% en 2018. Donc, l'engagement, c'est de donner, donc 1% de notre chiffre d'affaires donc chaque année, et de le donner à des associations environnementales. Donc là, je précise que c'est pas le 1% pour la planète qui reçoit nos sommes, on donne directement aux associations qu'on a envie de soutenir. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de thématiques. Je parlais de l'agriculture urbaine, mais il y a tout un tas de thématiques, bien sûr. L'énergie, les océans, la forêt, la biodiversité, bois, tout, exactement. Donc il y a vraiment beaucoup de thématiques, il y en a pour tous les goûts, c'est ça que je veux dire. Et donc le but, c'est de faire son don directement aux associations qu'on a envie de soutenir. Et on peut en faire plusieurs. Oui, bien sûr. En gros, 0,33, 0,33, 0,33. Exactement, on peut donner à plusieurs associations, on peut saucissonner en fonction des projets des associations, parce que les associations, elles peuvent avoir des besoins ponctuels ou bien des projets nouveaux. Voilà, on peut avoir des différentes, différents besoins qui se précisent au fur et à mesure des années. Et donc, voilà comment on s'est retrouvé membre du collectif. Donc, l'adhésion a été assez rapide, mais encore une fois, parce que ça faisait quelques années déjà qu'on avait mis un pied dans le mécénat. Oui. Et
Donc tu rencontres, est-ce qu'il y a des événements, une animation des membres et tu rencontres d'autres oui, tout à fait. Donc, confrères. Exactement. Donc en 2018-2019, juste avant le Covid, il y a eu donc au début de notre adhésion au 1%, donc il y a eu des cafés 1% organisés de manière régulière. Il y a aussi les rencontres pour la planète qui sont un appel à projet où des associations sont sélectionnées chaque année en octobre et qui viennent pitcher, exposer leurs besoins. Et ça, c'est un événement auquel on est très fidèle et qui nous inspire beaucoup et qui vraiment donne envie de se surpasser aussi pour accompagner ces associations. Et au bout de quelques événements, on m'a proposé de faire partie du conseil d'administration du 1% pour la planète. Donc, c'est un mandat bénévole. Pourquoi toi? Est-ce que tu faisais déjà un peu plus que... Alors, non, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas tout de suite comprendre. C'est parce que, je l'ai pas compris tout de suite, mais ça m'a amusé après coup. C'est qu'en fait, le poste de trésorier allait se libérer. Et ils me l'ont pas dit tout de suite, mais c'était que j'avais un profil financier qui pouvait être utile à l'équipe du conseil d'administration. Voilà. Donc, tu as commencé par être trésorière. Exactement. Oui, tout à fait. Pendant 3 ans. Et ça m'a permis d'abord de m'engager dans ce collectif, de passer du temps régulièrement. Il y a combien de personnes donc au comité et dans les équipes? Alors, donc l'équipe opérationnelle est une petite équipe. Il doit y avoir 6 ou 7 personnes équivalentes temps plein. Le conseil d'administration, on est plus nombreux. On doit être une quinzaine aujourd'hui. Parce que comme en fait le collectif du 1% a beaucoup grandi, puisqu'on est 1200 entreprises aujourd'hui, ça nécessite d'avoir un conseil d'administration qui tient la route et qui peut apporter son coup de main. Donc là, ça fait x10 en 3 ans. Oui, c'est ça. Donc au moment où on a adhéré, nous, donc fin 2018, on était donc 170 entreprises en France. Le collectif compte 1200 entreprises aujourd'hui. Donc 1200, c'est un collectif très dynamique, en forte croissance. Et évidemment, ça fait partie des signaux positifs dont on doit se réjouir. Ah oui, c'est sûr. Et on le voit parce qu'on a reçu plusieurs invités qui en sont membres, qui nous ont tout de suite partagé cette initiative. À l'origine, cette initiative a pour exemple le fondateur de Patagonia. Oui, absolument. C'est son idée et c'est une idée remarquable en fait. Son idée, ça a été de se dire, finalement, je vais m'auto-taxer en quelque sorte, pour rendre finalement ce que je prends à la terre entre guillemets et pour aider des associations de terrain. Et le bureau en France existe depuis 2014, donc une petite dizaine d'années. Et c'est vrai que le collectif du 1% pour la planète a vu son nombre d'adhérents décoller, plus particulièrement et étonnamment depuis le Covid en fait. Et oui. C'est-à-dire il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit, beaucoup d'entreprises, de TPE, de PME qui se sont dit, oui là je vois bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il faut peut-être que je fasse quelque chose aussi à mon niveau, ne pas compter que sur les autres, les politiques. Ne pas compter que sur les grandes entreprises ou les États, mais peut-être que je m'engage. Et en fait, au moment du Covid, il y a eu une vague, une déferlante d'entrepreneurs qui ont appelé le 1% et qui ont dit « Moi, je veux m'engager et je veux m'engager maintenant ». Et depuis, en fait, on a un rythme de développement beaucoup plus important qu'avant. Il y a vraiment eu une prise de conscience et une accélération de la volonté de s'engager. Alors, bien sûr qu'on est un signal faible, c'est-à-dire qu'on reste une minorité d'entreprises. C'est-à-dire, il y a 1200 entreprises en France membres du 1% pour la planète sur 1,3 million d'entreprises. Faut quand même rester. Mais ils sont vous êtes de plus en plus visible, le logo est de plus en plus visible, l'initiative aussi. Est-ce que tu as une idée du volume du coup
que ça représente 1% des 1200? C'est très simple, on vient d'atteindre les 10 millions d'euros par an. Donc la philanthropie environnementale du cumul de l'ensemble des 1200 entreprises membres, ça représente à peu près 10 millions d'euros. Et en fait, c'est beaucoup de petits montants, mais qui se cumulent. Et oui. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment la force du collectif. Des petits ruisseaux font des fleuves. C'est exactement ça. Et donc l'année dernière, en fait, le président du conseil d'administration qui était en place depuis 6 ans, qui est un entrepreneur emblématique français, Charles Kloboukov, qui a créé le groupe Léa Nature, souhaitait arrêter son mandat. Et le conseil d'administration m'a proposé de prendre sa suite, ce que j'ai accepté avec plaisir et enthousiasme. Et donc je suis présidente du conseil d'administration depuis 1 an, et j'essaie d'apporter ma pierre, à la construction, à la continuité de la construction de ce collectif, en essayant d'apporter, en prenant la parole, bien sûr, au nom du 1%, en essayant d'apporter un peu plus encore de visibilité au collectif, en expliquant ce dont il s'agit et en invitant d'autres entrepreneurs à nous rejoindre. Et est-ce que les présidents et présidentes sont automatiquement d'abord dans le comité? Ou tu aurais pu venir de l'extérieur? Écoute, je pense que c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. Disons que tu as des sujets quand même stratégiques, tu as des sujets RH pour l'accompagnement de l'équipe opérationnelle, etc. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est pas une obligation statutaire, mais enfin, je pense que c'est quand même préférable que le président soit issu déjà de l'équipe des administrateurs. En tout cas, le président doit obligatoirement être un entrepreneur. Membre. Membre, exactement. Pour des questions de cohérence, moi je trouve ça tout à fait bien. Et du coup, l'association doit garantir, en tant que tiers de confiance, doit vérifier que ce pourcentage de chiffre d'affaires annuel est bien réinvesti. Donc, c'est l'équipe opérationnelle qui vérifie. Donc, c'est 1200 bilans? Oui, alors, alors on se fait accompagner, mais c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, les dons sont directement versés par l'entreprise qui donne. Donateur, c'est ça, à l'association récipiendaire, donc qui va recevoir. Donc, le don se fait directement. C'est l'association qui donne son reçu fiscal directement à l'entreprise qui a fait le don. Et au niveau du 1%, alors je fais une petite parenthèse, le 1%, comment vit-il? Le 1%, en fait, on doit donner en tant qu'entreprise une toute petite partie de notre 1% au 1%, justement, pour que le 1% puisse vivre. Cette équipe opérationnelle... Oui, exactement, que cette petite équipe opérationnelle de 6 ou 7 équivalents temps plein, voilà, évidemment, et les moyens de vivre, et puis de porter le message et toute l'activité, on va dire, opérationnelle et administrative du 1%. Et effectivement, le rôle du 1%, c'est de vérifier. Alors, on s'appuie sur EcoCert, mais c'est nous qui collectons les bilans d'un côté et les justificatifs, donc les reçus fiscaux, de l'autre. Donc oui, ça fait partie de notre mission. Le 1%, donc est en réalité un fonds de dotation. Hein. On a compris que c'était pas une association qui faisait de l'opérationnel sur le terrain. En tout cas, donc c'est un fonds de dotation et qui a vraiment pour objectif de développer cette philanthropie environnementale. Parce que on l'a pas encore dit, mais la philanthropie environnementale, c'est malheureusement le parent pauvre de la philanthropie. En fait, la philanthropie environnementale, on considère à peu près qu'elle ne représente que 7% des sommes données, vu les besoins qui sont immenses et qu'on comprend bien. Et de plus en plus urgents. Bien sûr. C'est évidemment totalement insuffisant. C'est vraiment Alors, notre objectif n'est pas de grignoter de la philanthropie aux autres causes. Toutes les causes sont importantes. Notre but, c'est vraiment que le gâteau grandisse. C'est qu'on donne plus. Exactement. Voilà. Et que les chacun, exactement. Chacune. C'est Alexandre Mars qui avait écrit le livre La Révolution du partage. Tout à fait. Et qui est un grand philanthrope. Tout à fait. Après avoir été un grand entrepreneur et investisseur.
Donc oui, c'est pas 50% des 100%, c'est 50% des 1000% oui, bien demain. Sûr. Et je précise aussi qu'en tant que particulier, on peut aussi agir parce que, par exemple, lorsqu'on hésite entre deux produits ou deux services, je vais prendre l'exemple des produits, c'est plus simple. Dans un magasin, on a un produit avec le logo du 1% dessus et un autre produit, on va dire à peu près équivalent, sans ce logo du 1%. Eh bien, en tant que particulier, on peut finalement contribuer à cette philanthropie environnementale de manière indirecte en choisissant le produit. La carte bleue. Qui lui mais voilà, la Toujours. Exactement. La carte bleue, c'est ce premier euro qui est dépensé qui, au final, va avoir une vie et beaucoup de répercussions. Absolument, ouais. Quelles sont tes prochaines étapes, ta vision en tant que présidente sur les prochaines années? Alors, nous, notre objectif, et c'est vraiment notre feuille de route, c'est de continuer d'augmenter cette philanthropie environnementale, de faire en sorte qu'elle continue de grandir. Nous qui côtoyons des associations tous les jours, on mesure les besoins qui sont immenses, et on le disait à l'instant, qui ne cessent de grandir. Donc, notre objectif, c'est clairement de faire en sorte que la philanthropie environnementale augmente. Et donc, pour ça, eh bien, on est ravis, bien sûr, d'accueillir, on sera ravis d'accueillir de nouveaux membres. On disait à l'instant qu'on était 1200 membres du collectif 1% pour la planète en France. Notre objectif, c'est à horizon 2 ans d'atteindre les 2000 membres. En fait, si on a cette ambition, c'est qu'elle repose aussi sur le rythme de nouvelles adhésions qu'on connaît depuis ces dernières années. Donc, on a bon espoir d'y arriver, mais on n'y arrivera pas seul, on y arrivera parce que on aura des entrepreneurs qui nous entendront, qui entendront l'appel qu'on lance et qui auront envie de nous rejoindre pour un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a des membres qui sortent du collectif? Oui, ça peut arriver. D'ailleurs, si une entreprise dépose son bilan ou se fait racheter, donc oui, on a régulièrement des membres qui sortent, ou bien des entreprises qui, par exemple, ne s'en sortent plus du tout financièrement. Il faut quand même avoir la capacité financière d'avoir un résultat suffisant, pour faire le don annuel. Ça représente quelques-uns, quelques-unes. Oui, mais c'est effectivement. Il y en a tous les ans. Un petit peu. Il y en a absolument tous les ans. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les PME un peu plus importantes ou les ETI, pour qui la marge serait trop haute de donner 1% de la totalité de leur chiffre d'affaires, on peut tout à fait ne donner que 1% du chiffre d'affaires d'une marque ou d'une ligne de produits. Ou d'une filiale. Exactement. Okay. Ou mettre une filiale. Donc ça peut être intéressant, et c'est vrai qu'au niveau du 1%, encore une fois, le but, c'est vraiment de développer la philanthropie environnementale, même si on aimerait que ce soit plus, et on peut toujours avoir envie de plus, mais ça peut être intéressant parce que ça peut aider à monter dans le train. À embarquer. Exactement, à monter dans le train. Peut permettre de voir comment ça se passe, que ça apporte, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir cette idée en tête. Et est-ce que, par exemple, le chemin que toi-même tu as suivi avec le cabinet, tu peux... Est-ce qu'il y a en gros une antichambre du collectif en disant je suis déjà à 0,5, alors, peut-être dans 2 ans. Oui, alors ça pourrait correspondre à une ligne d'activité, par exemple. Ça, on aurait pu effectivement réfléchir de cette manière-là. Bon, après, pour une petite entreprise comme nous, puisqu'on est 8. C'était quand même faisable dans notre... d'abord parce qu'on avait suffisamment d'antériorité, une certaine maturité, et financièrement, c'était faisable. Donc, on s'est pas posé la question. On a adhéré sans chercher à minorer notre engagement financier. Et est-ce que le 1% est obligatoirement des euros ? Alors, c'est une bonne question. Ou un équivalent. Oui. Alors, tu as raison de poser la question. C'est vrai que ça peut être du mécénat de compétences, pour certains qui ont des compétences qui peuvent être utiles
aux associations et elles ont besoin d'argent bien sûr, mais aussi de temps et de compétences spécifiques qu'elles peuvent ne pas avoir. Hein. Ça peut être des compétences comptables, ça peut être des compétences de communication, ça peut être des compétences informatiques. Enfin vraiment, il y a beaucoup de métiers où en tant qu'association, on peut avoir besoin d'un coup de main. Donc on peut tout à fait donner une partie de son 1% en mécénat de compétences. Ouais, ça peut être 0,5. Ok. Et est-ce que justement depuis que le cabinet en est membre, il y a eu des engagements dans l'équipe ou des propositions d'associations, des propositions de projets? Alors, l'association qu'on soutient depuis longtemps, Veni Verdi, donc qui transforme les toits urbains en jardins potagers, on la soutient toujours. On donne une partie toujours significative de notre 1%. Mais d'abord, on a grandi et on a eu la possibilité de soutenir aussi en plus d'autres associations. Et en fait, on s'est beaucoup appuyé sur les rencontres pour la planète, qui ont donc lieu chaque année en octobre, qui correspondent à un appel à projet que le 1% fait chaque année. Et moi, je convie tous les membres de l'équipe. Donc, ça a lieu sur 2 jours et on se répartit sur les 2 jours et toute l'équipe y va. Et c'est aussi un temps fort dans l'année pour nous parce que on vote. Donc, mes collaborateurs votent pour des projets associatifs qui leur plaisent, qui sont des coups de cœur pour eux. Et on garde une enveloppe de mécénat pour ces coups de cœur qu'ils choisissent eux. Donc c'est important aussi parce que je trouve que ça permet de les impliquer aussi dans le choix des associations qu'on soutient. Et puis, donc ça c'est le premier point. Puis c'est intéressant parce que je trouve qu'on se rend mieux compte en fait des besoins lorsqu'on écoute les associations, lorsqu'on a des associations qui pitchent en face de nous et qui vraiment se donnent un mal inouï pour faire ce qu'elles font. Bon, on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance et lorsqu'on a un métier où tout roule. Là, le milieu associatif, ils ont sans cesse besoin de fonds. Ils déploient une énergie mais inimaginable. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le milieu associatif en général. Et le fait de les côtoyer, je trouve pour mes collaborateurs, ça donne vraiment beaucoup de réalité à cet engagement qu'on porte. Concret. Voilà. Et je pense que ça donne aussi une certaine fierté d'appartenir à une petite entreprise qui s'engage. Et ça, c'est sympa. Est-ce que tu as du coup plus de candidatures spontanées ? Alors, on est petit, donc je reçois pas forcément beaucoup de candidatures spontanées. Ça m'arrive de temps en temps, mais bon, c'est quand même pas si souvent non plus. Et toi, en tant que présidente, est-ce que tu as vu une visibilité différente? Alors, en fait, moi, j'étais déjà très engagée sur les sujets d'investissement responsable, d'investissement à impact. Il se trouve qu'il y a 7-8 ans, on a écrit un livre blanc avec mes collaborateurs qui nous a propulsés, surtout qu'on est indépendant, on n'a pas de produits à vendre, nous. On ne conçoit pas, on ne crée pas nos propres produits. Et donc, ça nous a vraiment propulsé ambassadeurs du sujet de l'investissement responsable, alors qu'on est une petite entité. Donc en fait, moi, j'avais déjà l'habitude de porter des messages d'engagement dans mon métier, on va dire dans mon écosystème. Le 1% pour la planète, évidemment, rajoute un cran de visibilité supplémentaire. Et c'est important. Et évidemment, je suis ravie de pouvoir aussi parler du 1% en tant que membre et en tant que présidente, encore une fois, parce que plus le 1% aura de la visibilité, plus on pourra accueillir de nouveaux membres et plus aussi ça pourra inciter les consommateurs, les clients à choisir aussi, à flécher leur choix en tant que consommateur vers les entreprises les plus responsables et notamment les membres du 1%. Et comment arrives-tu à gérer toutes ces casquettes ? Est-ce que tu as chaque semaine tu alloues tel ou tel temps, c'est en fonction de quoi ? Bon, alors je te le disais, donc j'ai la chance, j'ai créé mon cabinet jeune, donc il y a 20 ans. Je suis très bien entourée et plutôt très bien organisée, donc je suis bien entourée
ici, je suis bien entourée à la maison aussi. Mes enfants sont grands maintenant, donc ça aide. Oui, ça compte tout à fait. C'est pas du tout le même. Voilà, ça donne quand même plus. Ça aurait peut-être été très différent il y a justement 15 ans. Absolument. Donc je disais que je venais d'avoir 50 ans. Je trouve que c'est une bonne période pour s'engager. Et pour porter aussi des sujets de manière bénévole, en plus de l'activité opérationnelle que j'ai dans mon entreprise. Et ça te prend combien de temps par semaine? Je sais pas, ça me prend peut-être une demi-journée, peut-être un quart de mon temps. Un peu plus. Non, c'est peut-être un quart de mon temps. Oui. Il y a beaucoup de meetings, de réunions. Oui, c'est ça en fait. Effectivement, il y a beaucoup de réunions, et puis oui, il peut y avoir des coups de pouce opérationnels, et puis une prise de parole, pour parler du collectif. Après, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien entouré, de le faire à un moment où justement on peut le faire aussi exactement à titre personnel. Donc, voilà. Et écrire un livre, peut-être un troisième ou un quatrième sur écoute, j'en ai écrit 3 des livres de solutions climat. Donc j'en ai, alors là, non, tu vois, là, je pourrais pas. Non, là, après. Oui, pourquoi pas. Donc j'ai écrit 3 livres de solutions pour le climat. À chaque fois, je donne mes droits d'auteur à des associations environnementales parce qu'à chaque fois, ce sont des projets de partage auxquels je suis très attachée. Le premier livre, c'est un livre qui est dédié aux petites entreprises, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat, qui raconte le chemin que j'ai fait, mais qui a pour but surtout de partager les solutions possibles lorsqu'on est une petite entreprise pour agir pour le climat. Donc bien sûr, je parle du 1% pour la planète, mais je parle de tout un tas de choses, des plus simples, aux plus engagés. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est sorti en 2020 qui a très bien marché. Tu as été édité par une maison? Absolument. Oui. Chez qui? J'ai été édité par les éditions EMS, qui est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages de management et de gestion d'entreprise, et qui avait envie de verdir un peu son catalogue. Donc ça tombait bien. Et j'ai pu demander à ce que le livre soit imprimé en France de manière responsable. Ils ont accepté, enfin vraiment. Et puis que ce soit un petit prix. En l'occurrence, le livre coûte 12 €. J'étais très attachée aussi que ce soit très accessible, etc. Donc vraiment, on s'est bien compris avec l'éditeur. Ça a été vraiment formidable. C'est eux qui sont venus te voir? Non, c'est moi qui ai démarché. C'est toi qui as démarché. C'était le jour où j'ai démarché combien? 7. 7 et bien sûr 7. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai eu la chance. Un week-end. Non, en fait, j'ai démarché le dimanche, le lundi, j'avais la réponse. Génial. Mais c'était le bon moment. Et en fait, l'angle, c'est-à-dire accompagner les PME, les TPE, les PME pour agir pour le climat, ça n'existait pas. Il n'y a et même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui existe. Alors, les grandes entreprises, c'est très bien. Elles ont des responsables du développement durable. Elles ont plein de personnes pour les accompagner, et même des personnes extérieures. Et c'est très bien, elles ont les moyens. Les petites entreprises, c'est le dirigeant qui est seul aux manettes, qui n'a pas le temps et qui veut bien s'engager. Qui passe à côté de tout ça. Mais qui sait pas. Année après année. Qui sait pas par où prendre le problème, exactement. Et donc, vraiment, ce livre, il est destiné vraiment aux entrepreneurs qui ont envie de s'engager, mais qui savent pas par où commencer. Et donc c'est un guide pratique. En combien de temps tu l'as écrit? Je l'ai écrit en plusieurs mois. En plusieurs mois. Après, ça a été le fruit de X années de cheminement. Donc l'écriture a été assez rapide, mais le cheminement beaucoup plus long. Ouais. Donc ça a été mon premier livre. Et puis après, j'ai une maison d'édition, La Plage, une filiale du groupe Hachette. Si je compte bien, c'est un par an maintenant. Oui, mais là, avec les engagements associatifs, je peux plus. Là, c'est trop. Hein. Non, voilà. Le deuxième livre, Agir pour le climat en famille. Donc là, c'est une maison d'édition qui est venue me proposer d'écrire ce livre, c'est-à-dire dans leur catalogue, ils avaient des livres éco-responsables, mais pas forcément des livres généralistes. Et donc voilà, Agir pour le climat en famille est sorti l'année d'après, en 2021. Là aussi, je donne tous mes droits d'auteur à une association. Et moi,
forcément, j'ai un biais entrepreneur, mais on se refait pas. Et donc, il y a beaucoup de témoignages d'entrepreneurs dans ce livre qui se battent pour le Made in France, l'éco-conception, etc. Des aventures vraiment formidables. Et donc, c'est pas un livre sur les éco-gestes, c'est vraiment un livre, voilà, aussi de découverte, d'appréhension de ce sujet de manière plus large que celui qu'on voit habituellement. Et le livre a bien marché aussi. Il a beaucoup été offert aussi par les entreprises qui l'ont offert à leurs salariés, etc. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et pareil, imprimé en France, etc. Donc et un petit prix aussi à 12,50 €. Moi j'étais aussi très attachée pour que ça puisse être offert. Et le troisième livre, donc Agir pour le climat avec son épargne, là qui vient de sortir. Je reviens un peu plus à mon métier et je suis vraiment très contente de porter ce sujet qui est méconnu. C'est souvent l'angle mort de l'action climatique, l'épargne. C'est-à-dire quelle banque on choisit, où est-ce qu'on place ses économies. Eh ben, souvent, on se pose pas tellement la question. Alors que c'est un impact. On pense que l'argent dort, donc. Voilà. Et en fait, non. C'est un actif pour beaucoup. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment un moyen d'impact beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Et c'est un peu le message c'est même complètement le message du livre. C'est que, quel que soit son niveau de patrimoine ou d'épargne, on peut vraiment avoir beaucoup d'impact avec son épargne. Tu as dû rencontrer Gringot. Parce que bien sûr, je les cite absolument, une néobanque. Un vrai message et une vraie différenciation sur cette thématique, sur cette promesse. Ouais, tout à fait. Je me suis vraiment intéressée à peu près à tout ce qui existait. Bon, c'est peut-être pas exhaustif, mais enfin, c'est il y a quand même tout ça. Un peu. Oui. Et ces 3 livres, est-ce que tu en as aussi, tu en fais la promotion auprès des clients du cabinet? Alors on leur a proposé de l'offrir, c'est-à-dire que le dernier livre, par exemple, on a proposé à ceux qui nous le demandaient de nous l'offrir. Donc il y a eu pas mal de monde qui se sont manifestés et on leur a offert. Et voilà, après c'est vrai que voilà, ce qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. C'est aussi il y a des sociétés qui en ont acheté pour l'offrir à leurs clients ou leurs partenaires, et ça c'est bien parce que ça aide bien sûr à donner de la visibilité à un livre. Et encore une fois, voilà, comme je donne tous mes droits d'auteur à 1% pour la planète, moi je suis attachée à ce que ça marche aussi. Enfin, ça c'est sûr. Ça motive. Justement, dans les 600 clients du cabinet, est-ce que tu connais la part de chefs d'entreprise, on va dire, qui pourraient devenir membres ou qui pourraient un peu plus s'engager aussi sur leur activité pro? Alors, il se trouve qu'on a beaucoup de salariés en fait comme clients. Ouais. On a beaucoup de cadres supérieurs ou de cadres dirigeants. On a bien sûr des chefs d'entreprise, on a des professions libérales, mais on a quand même plutôt une majorité de personnes salariées en fait. Ouais, ça c'est un biais que j'ai. J'imagine que cabinet de gestion de patrimoine, on est beaucoup plus préoccupé, ou en tout cas client et aligné avec une clientèle de chefs d'entreprise. Après, c'est le hasard des rencontres et puis le fruit de l'histoire, mais pas forcément. En l'occurrence, dans notre cas, c'est assez peu le cas. Et donc là, tu te vois donc présidente encore. Donc je vais finir mon mandat. Donc il vient juste de démarrer. Il a démarré en septembre dernier, mais je donc au finirai moins 2 ans. Exactement. Et puis je pense que je passerai la main à quelqu'un d'autre parce que j'aurais fait 6 ans dans le conseil d'administration. Oui. 3 ans en tant que trésorière, 3 ans en tant que présidente. Je trouve que c'est bien déjà de s'engager 6 ans. Je pense que c'est important de laisser la place à du sang neuf, à ceux qui vont amener un autre réseau, un autre regard, un autre engagement. Je pense que c'est bien d'envisager ce type de mandat sur quand même une période relativement, enfin pas trop longue non plus. Oui. Pour pas s'épuiser, pour Exactement, voilà, épuiser et soi-même en interne. Ça n'empêche pas que, bien sûr, je resterai membre du 1% pour la planète, comme Charles Kloboukov, évidemment, l'est resté, et ça n'empêchera pas de continuer à en parler, mais voilà, de laisser le devant de la scène à d'autres, je pense que c'est très important, et je pense que ça se prépare à l'avance aussi, et d'ailleurs, dans le conseil d'administration, on essaie justement, d'avoir d'abord des relais, je suis pas toute seule du tout, on est nombreux, et c'est important qu'on soit une équipe, au niveau du conseil d'administration. Et
Et après, est-ce que tu sais déjà si tu voudras t'engager dans d'autres axes, d'autres sphères ou... Mais en fait, je suis déjà engagée dans d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. Oui, par exemple, on n'a pas tout dit, sinon on y passerait trop de temps. Tu vois, par exemple, j'ai accepté de créer la commission durabilité au sein de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, donc mon écosystème, qui n'avait pas de commission durabilité. Et elle existe depuis juste l'année dernière, donc j'ai accepté de la créer parce que je trouve que c'est très important. Et exactement, il était vraiment temps de la créer. Et on représente 3000 professionnels du patrimoine, donc c'est quand même un écosystème qui est très important. Et donc, mon but, c'est de donner des outils. Ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, le but, c'est en tout cas que que le conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui souhaite s'intéresser à ces sujets de durabilité de manière poussée, eh bien, puisse le faire et les outils nécessaires et profite de l'expérience des autres. Exactement, voilà. Gagne du temps. Exactement, évite de perdre trop de temps. Et donc ça, c'est aussi, là, voilà, je suis partie pour un mandat de 3 ans et ça me tient à cœur aussi parce que, mais c'est très bien d'être engagé tout seul dans son coin, mais je le vois bien au niveau du 1% pour la planète. Ce qui compte, c'est la force du collectif. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de faire en sorte que ceux qui sont... alors bon, on aura toujours ceux qui n'y croient pas ou ceux qui veulent pas s'engager ou qui pensent que c'est trop tard. Bon, ok. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que ceux qui sont peut-être hésitants ou qui savent pas toujours pareil par quel bout prendre le problème et qu'ils aient des outils et qu'ils puissent commencer à s'y intéresser et commencer à se lancer. Donc après, là aussi, moi je pense qu'en mandat de 3 ans, je pense que j'aurais fait le tour des outils que je pense pouvoir apporter de mon côté. Je pense que ce sera bien aussi de passer la main à une autre énergie, à une autre personne. Après, je me fais pas comment dire, je suis pas inquiète d'abord parce que j'ai toujours mon entreprise dans laquelle je suis très impliquée et je fais beaucoup d'opérationnels. Moi, mon activité principale, quand même, la moitié de mon temps, c'est quand même de rencontrer des clients et de m'occuper d'eux. C'est quand même la majeure partie 80% de ton temps. C'est 3/4 de mon temps, exactement. C'est ça, mon quotidien. Et vraiment, c'est ce que j'aime faire. Après, quand on aime écrire, on n'est jamais inquiet en fait sur la suite et sur les possibilités de s'occuper. Il y a toujours il y aura toujours des opportunités. Mais c'est vrai que je pense que le sujet climat, forcément, une fois qu'on est entrer dedans, c'est difficile de s'en défaire et je pense que je pense que j'aurai quand même toujours une envie de porter un engagement d'une manière ou d'une autre sur le sujet du climat qui a besoin qu'on s'engage et qui a besoin qu'on s'engage aussi là où on l'attend le moins, c'est-à-dire que en particulier dans l'écosystème de la finance ou de la gestion de patrimoine, qui est un écosystème, je le disais, conservateur, peu engagé, il y a vraiment des choses à faire et si cet écosystème bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'impact va être très important. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai pas envie de lâcher l'affaire et j'ai envie de continuer de porter cet engagement dans mon métier que j'aime. Quel a été le plus dur à gérer, à surmonter depuis 20 ans, depuis ce début de projet entrepreneurial? Par exemple, au moment de ma 3e opération de croissance externe, il se trouve qu'elle s'est faite de manière assez rapprochée de la 2e, parce que le confrère m'a proposé de racheter sa clientèle, donc puisqu'il partait à la retraite, et je m'attendais pas à faire une opération aussi rapprochée de la précédente. Donc, objectivement, sur le plan financier, ça a été serré, ça a été chaud. J'ai même dû réinjecter de l'argent en compte courant d'associés personnels dans l'entreprise pour que ça passe. Et je me souviens très bien, pour maintenir les salaires, les primes du mois de décembre, j'ai dû réinjecter de l'argent dans l'entreprise, qui m'était jamais arrivé. Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, mais ça a été serré. Donc ça, évidemment, c'est dur quand on a un stress financier dans son entreprise parce qu'on a voulu croître un peu trop vite. Évidemment, moi, c'est quelque chose que j'ai connu. C'est difficile, sachant que j'étais, qu'il y avait un gros emprunt, j'ai fait caution perso, etc. Oui, donc bien sûr que ça a été un moment difficile. Après, j'ai eu des moments difficiles, comme toute entreprise, c'est-à-dire de constituer l'équipe, c'est-à-dire j'ai eu des déceptions, j'ai eu des échecs en termes de recrutement. Et ça, évidemment, c'est difficile à vivre parce que moi, je fais beaucoup d'efforts pour que
mon équipe se sente le mieux possible. Mais quelquefois, on se trompe, on n'est pas compatible. Je crois que c'est aussi simple que ça. Donc, mais je suis pas la seule, hein, et il faut l'accepter. Mais ça a été des périodes difficiles. Voilà, rompre une période d'essai, objectivement, c'est un crève-cœur. Hein. Enfin, moi, je le vis mal. Hein, je le dis. Hein, mais heureusement. C'est possible et heureusement tu l'as fait à ce moment-là parce que ça aurait été plus dur. Plus on attend. Oui, bien sûr, mais enfin bon voilà, j'ai vécu quand même des choses difficiles et c'est vrai que on reste en tant que dirigeant, on reste celui qui annonce aussi les mauvaises nouvelles. Donc ça c'est pas une partie évidemment très agréable, mais il faut bien sûr l'assumer. Donc des périodes difficiles dans la vie professionnelle. En tout cas moi j'en ai connu. Après c'est vrai que j'ai tendance à vraiment à les limiter le plus possible. Hein, c'est-à-dire que je prends des risques. J'en prends quand même régulièrement, mais de manière la plus encadrée possible, la plus anticipée possible. Bon voilà, j'ai une approche bon père de famille. Je crois qu'on se refait pas. C'est mon ADN. Et je n'oublie pas que j'ai connu en tant que salarié une entreprise qui avait déposé son bilan. Donc moi, je veux absolument pas que ça m'arrive. Donc voilà, j'ai quand même cette approche un peu, mon père de famille, comme on dit, dans mon ADN. Prendre des risques, oui, mais enfin bon, de manière mesurée. Et puis surtout quand on a des salariés, moi je considère qu'il faut quand même faire attention à eux. Hein. J'ai pas du tout envie qu'ils perdent leur job ou qu'ils soient en chômage technique, etc. Donc c'est ma responsabilité. Hein. Ouais. C'est une grande responsabilité. C'est ce qui amène aussi beaucoup de sens. Bien sûr. Et moi, c'est une de mes grandes fiertés. Hein, au-delà de l'engagement que je porte avec le 1% pour la planète dans mon entreprise, au-delà de ce que je porte pour l'investissement responsable, etc. Ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à créer ces emplois et avec des collaborateurs fidèles, épanouis, heureux, engagés. Et je suis vraiment très, très heureuse. C'est l'une de mes grandes fiertés. Tu penses embaucher encore régulièrement? Alors bon, tu vois, on n'est que 8 hein, dans l'équipe. Donc là, on a embauché une personne l'année dernière. Peut-être qu'on embauchera une personne dans 2 ans, ou dans 1 an. Ça reste un rythme de toute façon de développement lent. Hein, mais moi je me dis pour une croissance durable, exactement. Une croissance durable. Dans tous les aspects, dans toutes les sphères de l'activité. Oui, tout à fait. Si on zoome un petit peu sur ta semaine type, justement pour rencontrer des clients, manager, gérer un petit peu tout ça, est-ce que tu as comment tu fonctionnes, comment tu t'organises, c'est des blocs? Non, j'ai un agenda très très différent d'une semaine à l'autre et moi ça me convient. Tu en as besoin? Oui, ça me convient très très bien. Alors tu vois, pour le management déjà, je suis très vraiment, je laisse mes collaborateurs très libres. Hein. Alors bien sûr, je suis là au début pour essayer d'être présente, surtout pour leur période de formation. Mais qui dure combien de temps une formation? Ouais, en général, moi en tout cas tous mes conseillers, c'est des anciens stagiaires, donc ils ont été stagiaires 6 mois. En général, ils ont fait une petite expérience ailleurs et puis après ils reviennent. D'accord. Et ils ont besoin encore de 6 mois, voilà. Donc oui, c'est peut-être 1 an de formation. C'est un métier où on se bonifie avec le temps, ça c'est formidable. Mais oui, on a besoin d'un temps assez long de formation. Mais après, ils sont très libres. Hein. Je veux dire, moi, je organise pas de réunions, j'ai pas besoin de les voir. Enfin, je suis là. Hein. Je suis là et bien sûr qu'ils peuvent venir me voir et même moi, je vais les voir pour discuter sur un dossier, parce que c'est pas, nous, on n'est pas dans un métier cartésien. Hein. C'est-à-dire que pas une science exacte. Il y a beaucoup il peut y avoir des possibilités. On pèse les pour, les contre. Voilà. Il n'y a pas de solution type. C'est exactement ça. Il n'y a pas de solution type. Donc c'est vraiment d'adapter. Et puis à chaque fois, de toute façon, on propose des solutions avec des avantages, des inconvénients à chaque fois. Donc tout ça pour dire que je passe pas il n'y a pas un point hebdomadaire avec chacun? Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Après, encore une fois, voilà, nous on a une open space. Moi, je suis au milieu de mes troupes et puis vraiment, ils viennent me voir quand ils veulent et ils s'en privent pas.
donc c'est vrai qu'on a une structure assez light en termes d'organisation, et moi ça me va très bien, hein, comme ça on est plus disponible pour l'opérationnel et pour le reste. Et puis après, voilà, mon temps se partage entre les rendez-vous avec les clients, en visio ou en présentiel. Après, bien sûr, la préparation des rendez-vous. Après, ça peut être des formations. Nous, on a dans notre métier 25 heures de formation obligatoire chaque année. Donc, ça fait partie de notre agenda, hein, de se former sur notre métier qui est en constante évolution. Donc, c'est sympa, mais il faut que ça rentre dans l'agenda. C'est réglementaire. C'est réglementaire, ouais, tout à fait. Et c'est très bien d'ailleurs. Hein. C'est très bien. Et puis, je consacre, voilà, on va dire un quart de mon temps au reste, hein, c'est-à-dire, passer du temps avec toi, prendre la plume quelquefois pour m'exprimer sur certains sujets, ou bien, participer à des conférences, etc. Et il y a les clients, vas-y, hein, tu peux pas. Les clients qui restent, on va dire, dans ton périmètre opérationnel, c'est parce que ce sont des clients les plus importants ou les plus anciens ou les plus... Alors oui, les plus anciens, oui. Alors moi, j'ai jamais affecté à qui que ce soit mes clients, hein. C'est-à-dire que tous les clients que j'ai depuis l'origine. Alors, donc les clients que j'ai d'origine, je les ai toujours. C'est toujours moi qui m'en occupe. Mais s'ils ont, si ce nombre a augmenté. Oui. Par exemple, tu vois, à l'occasion des rachats de clientèle, c'est à chaque fois ça a été une occasion d'embauche. D'accord. Voilà. À chaque fois, c'est ça qui détermine. Okay. Ouais, exactement. Et puis, non, il y a une personne aussi qui est arrivée parce que, on avait quand même beaucoup d'appels entrants, de gens qui nous contactaient pour être conseillés par nous. Alors là, c'est vrai que moi, les appels entrants, je peux pas les prendre, ou rarement. Donc, en général, moi, je m'occupe, bien sûr, des clients historiques et puis du bouche à oreille de ces clients historiques. C'est-à-dire un client qui m'envoie un de ses amis. Bon, en général, c'est moi qui vais m'en occuper aussi. Voilà. Mais oui, quelqu'un qui appelle de manière spontanée, qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément moi qui vais m'en occuper, c'est plutôt un collaborateur, un conseiller. Okay. Et le choix se fait en fonction des disponibilités de chacun. Je l'ai pas dit, mais je suis très attachée au fait que mes conseillers, en fait, ne perçoivent pas de rémunération variable. Voilà. Oui. Donc ils ont une prime en fin d'année. Ils ont une prime, mais qui normalement qui est partagée par rapport à qui fait que l'ensemble chaque de année. l'activité. Puis l'objectif c'est surtout qu'elle monte chaque année. C'est surtout ça. Non, qui dépend absolument pas des solutions d'investissement qu'ils conseillent. Moi, j'y suis très attachée parce que forcément, si on se met à instaurer ce type de règles, on va retrouver le biais. Du trading, du risque, Et surtout le biais qui peut exister dans les banques, c'est-à-dire dans les banques, de choisir une solution plutôt qu'une autre, sans adéquation. Exactement. Ce mois-ci, il faut vendre tel produit. Allez hop, on se met tous sur le produit, parce qu'on a une prime dessus, etc. Non, c'est absolument pas ma manière de voir les choses. Et donc, je sais que mes conseillers, ils font au mieux. Et vraiment, ils ont toute ma confiance pour faire au mieux et pour gérer leurs clients et leur proposer les solutions qu'ils considèrent comme le plus adaptées à leur patrimoine. Et ça c'est assez atypique dans notre métier. Et je trouve que c'est pas pour ça que mes conseillers sont pas motivés, pas du tout, parce que on est ici dans une logique différente, une entreprise altruiste comme on en a beaucoup parlé, et c'est vrai qu'on essaie bien sûr, hein, notre objectif, on est quand même une entreprise à but lucratif. Hein. Nous, si on peut faire ces dons, c'est parce qu'on a un bénéfice. Il faut quand même le dire. Mais je pense qu'on arrive à apporter un service, un service de grande qualité à nos clients avec des tarifs vraiment très raisonnables, tout à fait, et sans avoir besoin de mettre la pression à mes conseillers qui font vraiment en fonction de ce qui leur semble le mieux. Hein. Et est-ce que tu vois ou devines déjà que le cabinet Baussan restera dans la famille Baussan? Eh ben écoute, c'est un peu tôt pour en parler, mais figure-toi que mon fils aîné a fait un stage dans notre filiale à Lille l'année dernière.
Et alors, il est jeune, hein, il a seulement 21 ans. Et puis là, voilà, il fait une année d'études. Enfin, il est à l'étranger. Là, il n'a pas du tout fini son cursus étudiant. Mais écoute, on verra. Ça lui a beaucoup plu. C'est vrai qu'à Lille, la filiale est dirigée par mon beau-frère, qui était en banque pendant 15 ans et qui a eu envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais en étant adossé à un cabinet existant. Donc, on a créé cette filiale ensemble et ça fonctionne très, très bien alors que ça débute, hein, ça fait qu'un an. Et donc, moi, ça me va bien de me dire, finalement, le but de l'entreprise que j'ai montée, ce ne sera pas d'être revendue à l'extérieur, mais ce sera pourquoi pas de rester dans un giron familial qui aura pour but de protéger ce que j'ai construit, c'est-à-dire à la fois l'équipe, bien sûr, les clients et puis l'engagement altruiste qu'on porte. Donc moi, je serais très heureuse. Encore plus de durabilité. Mais oui, tout à fait. Donc je trouve que voilà, une entreprise familiale, c'est en tout cas, moi, je vois ça de manière positive. Et puis c'est la majorité des entreprises dans le monde entier. 80-85%, je crois, sont des entreprises familiales. Oui. Bon, après, voilà, rien de presse. Et je pense que c'est très important de faire ses armes ailleurs, etc. Voilà, puis je suis pas du tout prête de passer la main. De passer la main. Mais bon, moi, je vois ça de manière intéressante. On aura fait un très très beau parcours, un très très bon tour de cette aventure. Merci beaucoup. Très riche et en engagement et en sens. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de moyens, beaucoup de facettes où on peut s'engager. On peut s'engager vraiment dans plusieurs directions et que cela soit renforcé à chaque choix, chaque décision et chaque projection. Tout à fait. Oui, merci encore pour cet échange. Merci beaucoup. J'ai encore 3 petites questions. Si tu avais le choix de boire un café, boire un verre de vin, la boisson que tu souhaites, avec quelqu'un de ton choix, encore présent sur Terre ou pas, ou non, qui choisirais-tu ? Écoute, c'est une question difficile et tu vois, il n'y a personne qui me vient. Parce que moi, j'ai la chance, en fait, à chaque fois que j'ai voulu atteindre quelqu'un, j'ai réussi à l'atteindre, tu vois. C'est une chance, hein, mais bon, les réseaux sociaux nous aident. Oui. Donc, écoute, j'ai la chance de déjà réaliser mes rêves. Le ou la dernière en date que tu es contacté comme ça, un peu Écoute, mais par exemple, Yann Arthus Bertrand, lorsque j'ai voulu lui demander d'écrire la préface de mon livre, et que j'ai pu le rencontrer, oui, ça a été pour moi un peu un rêve. Hein, donc en fait, tout est quand même possible lorsque il faut se donner du temps. Il faut demander. Mais oui, exactement. Oui, tout à fait. Et pas hésiter à demander à son réseau aussi, parce que on est je pense qu'on est souvent un peu trop timide, on a tendance à peut-être pas oser, en tout cas à manquer un peu d'audace, donc faut pas hésiter. Tout à fait d'accord. J'ai évidemment demandé à ce que l'on enregistre aujourd'hui, proposé en tout cas, et on le fait plusieurs fois par semaine. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, au-delà des 3 livres qu'on mettra évidemment en lien, une ressource, un livre référence, une ressource que tu partages, que tu offrirais à tous? Forcément, ce serait un livre sur le climat, parce que je pense que l'action pour le climat, elle démarre en général par une prise de conscience. Moi, j'ai lu un certain nombre de livres. Peut-être la BD de Jean Covici, Un monde sans fin. Disons que c'est accessible. Ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est vrai que j'invite à lire. Ça permet d'avoir une bonne première réflexion sur le sujet de l'énergie, du climat. Voilà. On la repartagera. Effectivement, on l'a lu et on s'y intéresse régulièrement, on s'y replonge parce que les chiffres, les échelles sont tellement hors de la taille humaine, de la vision
c'est tellement colossal des fois et un petit peu trop vertigineux. Potentiellement, ça peut des fois empêcher de se dire oh, c'est trop, c'est inatteignable, c'est foutu. Donc effectivement, ça c'est la base. Et après, on lit un de tes livres pour passer à l'action. C'est ça. À qui on pourrait passer le micro en termes de relais? Qui aimerais-tu qu'on aille voir et qu'on aille inviter? Écoute, spontanément, moi je te répondrai Cassandre Joly qui anime qui anime un blog et qui fait beaucoup de conférences sur la thématique être écolo au boulot. Je te disais que j'avais eu du mal moi à trouver des relais sur ce sujet-là, c'est-à-dire concrètement que faire en entreprise. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'outils pour agir à titre individuel ou personnel, mais agir en entreprise, c'est plus difficile. Et elle fait un boulot qui est formidable. Donc écolo au boulot, Cassandre Joly. Et voilà, encore une fois, elle organise des conférences de temps en temps. Elle est salariée dans une entreprise. Elle est assez spécialisée aussi sur les sujets de mobilité durable, qui est un grand sujet, je trouve, très intéressant. Écoute, voilà. On accepte. Spontanément. Après les idées, j'en ai plusieurs. Hein. Là, tu vois, je peux t'en citer d'autres. On les prendra avec plaisir. Un grand merci Pascale. Merci Gaël. J'invite tout le monde à évidemment donc cliquer sur les liens vers ton site, le site du cabinet, le site de 1% for the Planet, les livres, les références et vraiment à se documenter, plonger dans ces aspects-là qui nécessitent un petit peu de temps mais beaucoup d'action si on veut que tout le monde fasse sa part des choses à son échelle et s'engage. Absolument. Merci beaucoup. Merci Gaël.